Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue au Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Un jeu qui vient d'être édité en 2025 par Z-Man Games et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Matt Leacock qui est évidemment connu pour toute la bannière Pandémie et c'est justement la version Pandémie du Seigneur des Anneaux. On a mélangé un peu le système de quête qu'on avait introduit dans Wrath of the Lich King ainsi que dans la version Clone War et on a mélangé tout ça avec le système un peu de Tower Defense qu'on avait essayé dans Pandémie, la chute de Rome, donc avec les armées d'invasion qui vont se déplacer pour conquérir des lieux. On a mélangé ces deux styles-là ensemble, on a mis un thème du Seigneur des Anneaux là-dedans. Donc, celui-ci se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 150 minutes. Le but du jeu va être de détruire l'anneau unique à la montagne du destin. Dans le fond, ça c'est la quête principale, mais avant de faire celle-ci, on doit faire 3 quêtes secondaires parmi les 23 possibles qu'on peut avoir dans le jeu. C'est un jeu Pandémie, donc c'est encore une fois un système de points d'action, mais dans celui-là, on va incarner 2 personnages au lieu d'un. Chaque personnage va avoir aussi ses propres caractéristiques, ses propres pouvoirs. On a une petite gestion de main carte avec des cartes qui vont nous donner accès à des symboles, des ressources qui vont nous permettre de faire certaines actions ou d'avoir des pouvoirs, faire des relances sur les dés en combat. On a des combats avec des dés, avec nos armées qu'on va devoir diriger contre les armées de Sauron pour défendre les différents refuges sur la carte ou tenter de vaincre des forteresses de l'ombre pour pouvoir les conquérir. Et on va avoir une espèce d'énorme tour à dés aussi à l'intérieur du jeu qui est la tour de Sauron pour pouvoir faire nos lancers de dés. Alors, le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va placer le marqueur d'espoir sur la case où il y a un rond sur la piste d'espoir du plateau principal. On va placer le marqueur du niveau de menace sur l'emplacement où il y a un rond sur la piste de menace dans le haut du plateau principal. Le plateau de jeu représente les terres du milieu et il est séparé en plusieurs régions qui sont délimitées par les lignes brunes épaisses et on retrouve le nom des régions qui va être écrit à l'intérieur de chacune d'entre elles. Dans chaque région, on va retrouver des cercles qui vont représenter des lieux, qui sont les villes dans les différentes régions, et les villes vont être reliées ensemble par des lignes qui vont représenter des chemins. Dans la mise en place, on va retrouver certaines pièces de jeu dans les régions et dans certains lieux, et les lieux sont tous identifiés sur le plateau par différents symboles. Premièrement, le symbole de l'œil de Sauron, ça veut dire qu'on va placer le jeton de l'œil de Sauron dans cette région. Ensuite, pour chaque symbole de Nazgûl, on va ajouter une figurine de Nazgûl à l'intérieur de cette région. La figurine peut être à n'importe quel endroit dans cette région. On va tenter de les placer pour ne pas cacher les différents noms et les différents chemins qui sont sur le plateau. Et dans certains lieux, on va retrouver un symbole d'armée d'une certaine couleur. Donc ici, on a un symbole d'un meeple vert, ce qui veut dire qu'il va y avoir une armée elfique à cet endroit-là au début de la partie. Et on va faire de même avec toutes les régions du plateau. Et une fois la mise en place terminée, il devrait rester 5 armées de chaque type dans les peuples libres qu'on va aller placer dans les réserves sur le côté du plateau. Donc on va avoir 5 armées naines en gris, 5 armées elfiques en vert, 5 armées du roi en brun et on va avoir 5 armées du Gondor en bleu. On va ensuite prendre les cartes ombres qu'on va placer sur l'emplacement pioche dans le bas du plateau principal. On va retirer les 2 cartes spéciales pour les placer directement dans la défausse, donc la carte Les Machinations de Saruman ainsi que la carte Tambour de guerre. Ces 2 cartes vont débuter la partie dans la défausse. C'est à noter qu'il y a 2 types de cartes qui ont des versos différents, donc on va simplement les mélanger, peu importe quel verso les cartes ombres ont, on fait seulement une seule pioche. On va ensuite révéler les 9 premières cartes de la pioche ombre et on va aller tout simplement placer des nouvelles armées de l'ombre sur les emplacements désignés par la carte. Le restant de la carte peut être ignoré dans la mise en place. Donc ici, on irait placer une armée de l'ombre sur la ville de Umbar. Et on va répéter le processus jusqu'à temps qu'on ait retourné les 9 premières cartes.
Donc, on va ajouter 9 armées de l'ombre sur le plateau. Et ensuite, toutes ces cartes vont être placées dans la défausse de cartes ombre pour débuter la partie. On va par la suite choisir nos cartes objectifs pour la partie. Cela va dicter ce que les joueurs auront à faire pour pouvoir gagner la partie. Dans chacune des parties, on doit inclure l'objectif détruire l'anneau unique, qui est tout le temps l'objectif ultime qui va nous permettre de gagner la partie. Cet objectif a aussi une mise en place particulière. On est obligé d'utiliser le personnage Frodon et Sam dans toutes les parties. Avant d'accomplir l'objectif de détruire l'anneau, les joueurs devront réussir 3 objectifs secondaires et on peut choisir parmi n'importe quel des 23 objectifs secondaires pour pouvoir faire une combinaison de 3 cartes objectifs. Pour votre première partie, on vous suggère d'utiliser les 3 objectifs qui ont une étoile, qui sont le mode standard du jeu. Et certains de ces objectifs auront aussi des mises en place particulières. Par exemple, l'objectif qui est ici va nous demander de prendre 3 armées elfiques de la réserve et de les placer sur cette carte. Ces armées deviendront disponibles lorsqu'on aura réussi cette carte objectif en cours de partie. Et la carte objectif qui est ici va lui demander de placer 2 armées de l'ombre supplémentaires sur la case d'Isengard du plateau principal. Une fois nos 3 objectifs secondaires choisis, les autres cartes objectifs seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite séparer les cartes joueurs selon les 3 types, les cartes régions, les cartes événements, ainsi que les cartes le ciel s'assombrit. Selon le nombre de joueurs dans la partie, on va utiliser un certain nombre de cartes événements. Pour notre exemple, à 3 joueurs, on va utiliser 6 cartes événements au hasard pour la partie. Donc, on va en retirer 6 qu'on va aller ajouter aux cartes régions. Et les cartes événements restantes seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite choisir la difficulté de notre partie. Si on veut jouer une partie d'initiation, on va utiliser 4 cartes, le ciel s'assombrit. Si on veut faire une partie standard, on va en utiliser 5. Donc, dans notre exemple, on va faire une partie standard. Donc, on va mettre de côté 5 cartes, le ciel s'assombrit, et le reste de ces cartes seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les cartes régions ainsi que les cartes événements, et on va distribuer à chacun des joueurs 3 cartes pour former sa main de départ. Donc, ici, on est dans un exemple à 3 joueurs. Donc, on va mettre 3 cartes de côté pour chacun des joueurs. On va ensuite séparer le reste du paquet de cartes joueurs pour faire un nombre de piles égal au nombre de cartes le ciel s'assombrit qu'on a décidé d'utiliser. Donc ici, dans notre exemple, on va aller faire 5 piles de cartes. Ensuite, dans chacune de nos 5 piles de cartes, on va aller mélanger une des cartes le ciel s'assombrit. Donc on va mélanger chacune des piles une par la suite. Et après, on va les empiler les unes sur les autres, ce qui va former notre pioche de cartes joueurs pour la partie. Si jamais les piles ne sont pas du même nombre de cartes, on va placer les piles qui ont le plus de cartes plus sur le dessus de la pioche. À côté du plateau principal, on va placer la tour de Sauron qui est une tour à dés et on va former une réserve avec les dés de traque, les dés de combat, les jetons symboles dont les symboles amitié, furtif, vaillance et résistance, une réserve avec les armées de l'ombre restantes et une réserve avec les jetons refuge ainsi que les jetons forteresse de l'ombre. Chaque joueur va se choisir 2 personnages ou ça peut être choisi au hasard et il va recevoir ces 2 fiches personnages ainsi que les pions personnages correspondants. On peut donner à chacun des joueurs aussi 2 aides de jeu qui résument les actions qu'on peut prendre pendant la partie et les joueurs vont commencer avec une main de 3 cartes qu'ils vont placer face visible devant eux. Même si sur cette fiche personnage il est écrit Frodon et Sam, les 2 comptent comme un seul personnage. Ensuite, on va regarder sur notre carte personnage le lieu de départ. Donc ici, Frodon et Sam commencent sur la comté et Aragorn, lui, va commencer aux collines venteuses. Donc les joueurs vont aller placer leurs pions personnages sur leur emplacement de départ respectif. Et le joueur qui a dans sa main la carte avec le plus petit chiffre sera désigné premier joueur. Si c'est votre première partie, ça peut aussi être le joueur qui contrôle Frodon et Sam qui est désigné premier joueur. Une partie du Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va effectuer 4 actions avec un de ses personnages et une action avec l'autre dans l'ordre de son choix. Avec ces actions, les joueurs pourront déplacer leur personnage sur la carte. Ils pourront amener avec eux les personnages alliés ainsi que les armées des peuples libres pour les aider à combattre les forces de Sauron. Mais attention, les déplacements du porteur de l'anneau vont attirer l'attention de l'œil de Sauron ainsi que ses lieutenants, les Nazgûl. Les joueurs pourront aussi utiliser des actions pour recruter des nouvelles armées des peuples libres pour se joindre à leur combat contre les forces du mal. Les joueurs pourront aussi utiliser des actions pour attaquer en utilisant les dés de combat pour pouvoir vaincre les armées de l'ombre qui sont sur le plateau. Ainsi, essayer de conquérir des forteresses de l'ombre pour les transformer en refuges ou bien défendre les refuges qui sont déjà sur le plateau. Tout en repoussant les invasions des forces de Sauron, les joueurs vont tenter d'accomplir les objectifs
des 3 cartes objectifs secondaires qu'ils ont choisis pour la partie. Et lorsque ces 3 objectifs secondaires seront accomplis, ils pourront faire l'objectif ultime qui est de détruire l'anneau unique en emportant évidemment le porteur de l'anneau jusqu'à la montagne du destin pour qu'il puisse accomplir sa quête principale et ainsi remporter la partie. Tout au cours de la partie, différentes actions vont faire que les héros vont perdre des points d'espoir. Si jamais la piste d'espoir tombe à 0, à ce moment-là, les héros vont perdre la partie. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est d'effectuer 4 plus 1 action. Dans cette phase, le joueur va choisir un de ses 2 personnages pour effectuer 4 actions avec celui-ci et il va effectuer une action avec l'autre. On peut inverser l'ordre dans lequel on veut activer nos personnages, mais on doit finir d'exécuter toutes les actions avec un personnage avant de passer au deuxième. Les cartes qu'un joueur a en sa main ainsi que les jetons symboles qu'il peut accumuler pendant la partie appartiennent au joueur. Il peut donc décider de les utiliser avec n'importe lequel de ces 2 personnages. Un joueur peut effectuer plusieurs fois la même action et il a le choix entre les 6 actions de base ou des actions spéciales qui sont sur les fiches de personnages. Les 6 actions de base sont voyage, communauté, préparatif, ralliement, attaque et capture. Regardons-les toutes une par une en détail, en commençant par l'action de voyage qui va nous permettre de se déplacer sur le plateau principal. Pour voyager, les joueurs peuvent utiliser 3 types de routes. Premièrement, les routes normales, qui sont les lignes blanches qui vont relier 2 lieux sur le plateau. Les joueurs peuvent aussi utiliser les routes spéciales, qui sont les lignes blanches avec un ou plusieurs symboles sur cette route. Ou bien ils peuvent utiliser les flèches de couleur, qui sont les lignes d'itinéraire d'invasion. Et on peut les utiliser dans n'importe quel sens. Donc le sens des flèches n'a pas d'importance pour faire l'action voyager. Le sens des flèches est seulement utile pour la direction des troupes qui vont suivre leur itinéraire d'invasion lorsqu'on va piocher des cartes ombres. Donc pour une action, je pourrais déplacer Aragorn de ce lieu vers celui-ci en empruntant une route normale. Si j'avais voulu emprunter la route spéciale ici qui a un symbole de cap, à ce moment-là, le joueur doit défausser soit une carte qui a ce symbole de sa main, ou bien il peut utiliser un des jetons qu'il a dans sa zone de jeu personnelle pour payer le coût pour utiliser cette route. Ou pour une action, je pourrais me déplacer sur la ligne d'itinéraire d'invasion ici pour une action, ou j'aurais pu aller à cet endroit en empruntant ici la ligne d'invasion. De plus, si jamais d'autres pions personnages sont sur notre case lorsqu'on fait l'action voyager, ou bien si certaines armées des peuples libres sont sur notre case, un joueur qui fait une action voyager peut décider d'amener avec lui n'importe quel nombre d'armées des peuples libres qui est sur sa case ou n'importe quel nombre de pions personnages qui est sur sa case avec l'approbation de son propriétaire. Si jamais on décide de traîner un autre personnage ou bien des armées sur un chemin spécial qui a un coût, à ce moment-là, c'est juste le joueur actif qui doit payer ce coût. Donc ici, Aragorn fait le déplacement, c'est lui qui va payer le symbole de furtivité, mais il va pouvoir quand même traîner Gandalf et traîner des armées avec lui dans son déplacement. Tel qu'indiqué sur la carte personnage de Frodon et Sam, il va se passer quelque chose de spécial lorsque ce personnage va participer à une action voyager. Que ce soit ce joueur qui fasse une action voyage pour déplacer son personnage, ou bien que ce soit un autre joueur qui entraîne Frodon et Sam dans une action voyager. Donc, lorsque le porteur de l'anneau, donc Frodon et Sam, va participer à une action de voyage, le joueur actif devra défausser un symbole de furtivité, donc soit avec une carte de sa main ou avec un jeton furtivité, pour éviter de faire un test de track. Si le joueur actif ne peut pas ou ne veut pas utiliser un de ces jetons de furtivité, à ce moment-là, il devra effectuer un test de track. On va donc regarder le nombre de Nazgûl qui se trouvent dans cette région, plus le nombre d'armées de l'ombre dans la destination de Frodon et Sam. Donc ici, on a une armée de l'ombre dans notre destination et on a 2 Nazgûl dans notre région. On a donc un total de 3. Ce total va indiquer le nombre de dés qu'on va utiliser pour notre test de track. Donc on va utiliser 3 dés qu'on va ensuite lancer dans la tour à dés. Une fois les résultats des dés obtenus, tous les joueurs qui sont présents à l'endroit où on fait le test de track peuvent dépenser des symboles de résistance, c'est-à-dire des symboles avec l'anneau, soit sur une carte dans leur main ou soit sur un jeton résistance, pour pouvoir relancer un des dés du test de track. Et lorsque les joueurs auront terminé d'utiliser des relances, à ce moment-là, on va appliquer les résultats obtenus sur les dés du test de track. Tous les symboles de désespoir avec l'arbre vont nous faire descendre de 1 sur la piste espoir du plateau principal.
Si on avait obtenu le symbole de désespoir avec le refuge comme contour, on va ignorer cette perte d'espoir si on se trouve sur une case de refuge, qui sont les cases comme celle-ci, avec un surlignant jaune. Si on obtient la face vide, à ce moment-là, il ne se passe rien, ce qui est positif pour les joueurs dans un test de track. Et si on a un symbole de l'œil de Sauron, donc le symbole de rappel, on va prendre un Nazgûl qui est dans cette région et on va le retourner dans la région du Mordor. La deuxième action est l'action de communauté qui va permettre à deux joueurs qui sont sur le même lieu de se donner ou de prendre une carte qui correspond au nom de la région. Donc ici, Frodon et Sam ainsi que Merry et Pippin sont dans le même lieu et ils sont dans la région de l'Eriador. Donc pour une action, Frodon et Sam pourraient prendre une carte Eriador dans sa main et la donner à Merry et Pippin. Les joueurs ont une limite de cartes en main de 7 en tout moment. Donc, dès qu'un joueur dépasse cette limite, il doit immédiatement défausser une carte ou bien jouer une carte événement pour descendre sa main à 7 cartes. La troisième action est l'action préparatif qui peut seulement se faire si notre personnage se trouve sur une case refuge, qui sont les cases qui sont en jaune imprimées sur le plateau ou qui sont des cases où on va retrouver des jetons de refuge. Donc, avec une action de préparatif, on va défausser une carte de notre main et on va gagner le jeton qui correspond au symbole de la carte. Donc ici, c'est un symbole de résistance, donc le joueur gagnerait ici un jeton de résistance. Il n'y a pas de limite de jetons que les joueurs peuvent avoir, donc c'est une façon d'avoir accès à plus de symboles puisque leur nombre n'est pas limité comme les cartes dans notre main. Par contre, il est à noter que les jetons symboles ne peuvent pas être échangés avec l'action communauté comme les cartes. Et chaque type de jeton symbole est limité à ce qu'il y a dans la réserve. La quatrième action est l'action de ralliement, qui peut seulement se faire sur les lieux de ralliement. Ce sont des lieux qui ont les 4 symboles des différents peuples libres. Par exemple, si Merry et Pippin est sur une case de ralliement pour le peuple elfique, donc il pourrait, avec une action, aller recruter une armée elfique. Donc on la prend de la réserve et on va l'ajouter sur ce lieu. On est évidemment limité à ce qui est dans les réserves de chacun des peuples pour pouvoir faire cette action. La cinquième action est l'action d'attaque qui va nous permettre de vaincre les armées de l'ombre. Pour faire cette action, il faut obligatoirement qu'il y ait des armées de l'ombre sur notre destination. Il faut qu'il y ait aussi des armées des peuples libres et qu'on ait notre pion personnage à cet endroit. Les pions personnages ne peuvent pas se battre sans la présence des armées du peuple libre. Dès qu'on effectue une action d'attaque, on va commencer par aller placer le jeton de l'œil de Sauron dans la région où se déroule cette attaque. Le joueur actif va ensuite regarder le nombre d'armées des peuples libres qu'il a dans cette bataille. Donc il en a 2. Il peut donc lancer jusqu'à 2 dés de combat. Il pourrait décider d'en lancer 2 ou bien d'en lancer un seul. Lorsqu'on fait une action d'attaque, on est obligé au minimum de lancer un dé. Et si jamais on avait 3 armées des peuples libres sur notre case, à ce moment-là, on pourrait lancer jusqu'à 3 dés maximum. Comme les résultats des dés sont plus en faveur des armées de l'ombre, donc c'est cela qui peut faire qu'un joueur peut décider de lancer moins de dés qu'il a d'armées des peuples libres dans cette bataille. Mais disons ici que notre joueur décide de lancer 2 dés puisqu'il a 2 armées, donc il pourrait lancer 2 dés au maximum, il va les lancer dans la tour à dés. Avant d'appliquer les résultats des dés, les joueurs peuvent décider d'utiliser des symboles de relance avec des symboles de résistance, donc soit avec des jetons ou des cartes. Tous les joueurs qui sont présents peuvent le faire, donc ce n'est pas seulement le joueur actif qui fait l'action d'attaque, mais tous les joueurs qui sont présents dans cette bataille. On va ensuite appliquer l'effet des dés, donc les symboles comme celui-ci vont nous permettre de retirer une armée de l'ombre qui a été vaincue. Si jamais on avait obtenu ce symbole, à ce moment-là, on va vaincre une armée de l'ombre, mais on va aussi vaincre une armée des peuples libres au choix du joueur actif. Le symbole qui est ici, si jamais on a au moins un Nazgûl dans cette région, on va retirer 2 armées des peuples libres. Et on a aussi un autre résultat qui est celui-ci. Qui va nous permettre de perdre en fait une armée des peuples libres, à moins qu'on se trouve dans un refuge, ce qui est le cas présentement. Donc à ce moment-là, ce résultat-là ne ferait rien dans cette bataille. Après avoir appliqué tous les résultats des dés, tous les joueurs qui sont présents dans cette bataille peuvent dépenser des symboles de vaillance, donc le symbole de l'épée, soit sur des cartes de leurs mains ou soit sur des jetons qu'ils ont dans leur zone de jeu personnelle. Et pour chaque symbole de vaillance dépensé, on va vaincre une armée de l'ombre supplémentaire. Si jamais à la fin d'une bataille sur un refuge, s'il reste des armées de l'ombre, mais que toutes les armées des peuples libres ont été vaincues, à ce moment-là, les armées de l'ombre vont capturer le refuge. On va donc le
placer un jeton de Forteresse de l'Ombre sur ce refuge qui est maintenant capturé par les armées de Sauron. Et cela va faire perdre 3 points d'espoir aux joueurs. On va donc descendre de 3 sur la piste d'espoir du plateau principal. Et la 6e action est l'action de capture qui peut se faire sur les cases Forteresse de l'Ombre, donc les cases en surbrillance rouge sur le plateau, ou les cases où il y a un jeton Forteresse de l'Ombre. Pour faire cette action, on doit se trouver avec notre pion personnage et au moins une armée des peuples libres avec nous, et il ne doit plus y avoir d'armée de l'ombre sur cette case. À ce moment-là, on peut tenter la capture et dépenser 3 jetons de vaillance, donc 3 symboles d'épée, soit sur nos cartes ou sur les symboles qu'on a dans notre zone de jeu. Et on va capturer cette forteresse de l'ombre. On va donc placer un jeton refuge par-dessus la forteresse de l'ombre. Et maintenant, cette case lieu sera considérée comme un refuge. De plus, cela va donner 2 points d'espoir aux joueurs. On va donc augmenter de 2 sur la piste d'espoir du plateau principal. Et lorsqu'on capture une forteresse de l'ombre, on va déplacer l'œil de Sauron dans notre région s'il n'y est pas déjà. Tant aussi longtemps que le jeton de refuge va se trouver sur ce lieu, cette case sera considérée comme un refuge pour pouvoir faire l'action de préparatif ou pour pouvoir mieux nous protéger sur les tests de combat et les tests de track. Et on va aussi empêcher l'apparition des ennemis sur ce lieu tant aussi longtemps que le jeton refuge va s'y trouver. Lorsque le joueur a terminé les actions avec ses 2 personnages, on va passer à la deuxième phase qui est de piocher 2 cartes joueurs. Le joueur va donc ajouter les 2 premières cartes de la pioche joueur à sa main de cartes et il doit vérifier ensuite s'il a dépassé sa limite de cartes en main de 7. Si c'est le cas, il doit défausser immédiatement une carte ou jouer une carte événement immédiatement pour se descendre à 7 cartes. Si jamais on ne peut plus piocher de cartes parce que la pioche est épuisée, pour chaque carte qu'on ne peut pas piocher, on va perdre 1 point d'espoir. Et si jamais parmi les 2 cartes que je pioche et que j'ajoute à ma main, et qu'il y a une carte, le ciel s'assombrit, à ce moment-là, on va suivre les 4 étapes qui sont inscrites sur cette carte. Premièrement, on va avancer de 1 le marqueur de niveau de menace sur la piste, niveau de menace dans le haut du plateau principal. Deuxièmement, on va bouger l'œil de Sauron et on va le placer dans la même région où se trouvent présentement Frodon et Sam. Si jamais l'œil était déjà dans la même région que Frodon et Sam, à ce moment-là, les joueurs vont perdre 2 points d'espoir. On va ensuite ajouter 3 armées de l'ombre sur le lieu indiqué sur la carte. Pour celle-ci, c'est dans la case Champ d'Iris. On va donc ajouter 3 armées de l'ombre. Si jamais la réserve d'armées de l'ombre est vide, pour chaque armée qu'on ne peut pas ajouter, les joueurs vont perdre 1 point d'espoir. Si on ajoute des armées de l'ombre sur une case où il y a déjà des armées des peuples libres, à ce moment-là, on va déclencher un test de bataille. La seule différence avec les tests de bataille qui sont déclenchés par les ennemis, c'est qu'on ne déplacera pas l'œil de Sauron et qu'ils vont toujours lancer le maximum de dés possible. Et finalement, on va prendre les cartes de la défausse de cartes ombre, on va les remélanger et on va les placer par-dessus la pioche. Et ensuite, la carte « Le ciel s'assombrit » sera remise dans la boîte de jeu. Et une fois les cartes piochées, on va passer à la 3e phase qui est de piocher des cartes ombres. Et on va en piocher un nombre égal au niveau de la menace présentement. Donc ici, on est à une menace de 2. On va donc aller piocher 2 cartes ombres et résoudre ce qu'il y a sur ces cartes. On va résoudre les cartes ombres une à la fois et on va les placer dans la zone de résolution pendant qu'on va appliquer leurs effets. Et lorsqu'on a terminé d'activer toutes les cartes, on va ensuite les déplacer de la zone de résolution vers la défausse. On va commencer par retourner la première carte et on va la placer sur la zone de résolution. On va ensuite regarder la bannière qui se trouve sur la carte du dessus de la pioche. Il existe 2 types de bannières. On a les cartes qui ont une bannière rouge dans le haut et on a les cartes qui ont une bannière noire dans le bas. Et c'est ce qui va décider quelle section de la carte ombre on va activer. Soit qu'on va activer la section du haut qui est la section invasion qui va déplacer les armées de l'ombre sur le plateau. Ou bien on va appliquer la section du bas qui est la section renfort qui va nous faire ajouter une armée de l'ombre et qui va faire un effet en lien avec l'œil de Sauron et les Nazgûl. Donc dans ce cas-ci, comme la bannière est une bannière rouge, on va activer l'effet du haut qui est l'effet d'invasion. On va donc déplacer des troupes en suivant l'itinéraire d'invasion ici de la ligne jaune qui part de la ville de Rhoum et qui va à Minas Tirith. Les itinéraires d'invasion vont partir des différentes cases qui ont les symboles de Sauron et on va suivre des flèches d'une certaine couleur pour tenter de se rendre vers un refuge des peuples libres.
Donc ici, on va faire progresser toutes les troupes de l'ombre qui se trouvent sur cet itinéraire en suivant les flèches jaunes. On va commencer par le bout de l'itinéraire. Donc les 2 troupes qui sont ici vont bouger sur la ville de Minas Tirith. La troupe qui est là va bouger sur la case où il y a Boromir et ses 3 armées. Et on va avoir les 3 troupes de Rune qui vont bouger sur cette case. Après avoir effectué les déplacements des troupes de Sauron, on va regarder si cela déclenche des batailles. Premièrement, ici, on voit que les troupes de l'ombre ont bougé sur un refuge qui n'est pas protégé par aucune armée des peuples libres, ce qui fait que les troupes de l'ombre vont capturer ce refuge et vont le transformer en forteresse de l'ombre. On va donc placer un jeton forteresse de l'ombre et les joueurs vont perdre 3 points d'espoir. Ensuite, on voit qu'une troupe s'est déplacée sur une case où il y avait des armées des peuples libres, ce qui va déclencher automatiquement une bataille. Donc les ennemis vont déclencher une bataille. Comme c'est une bataille déclenchée par les ennemis, on ne bougera pas l'œil de Sauron et les ennemis vont toujours lancer le maximum de dés. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule armée de l'ombre, donc on va lancer seulement un dé de combat. Même si c'est une bataille déclenchée par les ennemis, tous les joueurs qui sont présents peuvent utiliser des symboles de résistance pour faire des relances sur les dés de combat ou bien utiliser des symboles de vaillance pour détruire des troupes ennemies. Ensuite, on va révéler la prochaine carte ombre. On voit que la carte sur le dessus de la pioche a une bannière noire. À ce moment-là, on va ignorer la section du haut pour l'invasion. On va seulement appliquer l'effet du bas qui est le renfort ainsi que l'effet de la carte. Donc, premièrement, on va ajouter une armée de l'ombre sur le lieu d'Isengard. Il n'y a pas de limite d'armée de l'ombre qu'on peut retrouver sur un lieu. Contrairement au jeu de la série Pandémie, il n'y a pas de concept d'éclosion dans celui-ci. Si jamais la réserve d'armée de l'ombre est épuisée, pour chaque armée de l'ombre qu'on doit ajouter, à ce moment-là, les joueurs vont perdre 1 d'espoir. De plus, si on ajoute une armée de l'ombre sur un lieu qu'il y a des armées des peuples libres, cela va déclencher une bataille. Et par la suite, on va appliquer l'ordre spécial qui est dans le bas de la carte. Il existe 3 types d'ordres spéciaux différents et on les retrouve en nombre égal dans la pioche de cartes ombre. Le premier type d'événements spéciaux est de déplacer l'œil de Sauron dans la région où se trouvent Frodon et Sam. Si jamais l'œil est déjà dans la même région que Frodon et Sam, à ce moment-là, on va devoir effectuer immédiatement un test de track. Le deuxième type d'événements spéciaux est de prendre 3 Nazgûl qui sont au Mordor et de les amener dans la région où se trouve l'œil de Sauron. Si jamais il n'y a aucun Nazgûl au Mordor, à ce moment-là, on va prendre les Nazgûl dans les régions où ils sont le plus nombreux pour les emmener dans la même région que l'œil. Si jamais l'œil est sur la région du Mordor, à ce moment-là, on va ramener des Nazgûl des zones les plus nombreuses vers le Mordor. Et finalement, le troisième type d'ordre spécial est de rapprocher 2 Nazgûl de Frodon et Sam. On va toujours prendre des Nazgûl qui sont dans les régions les plus près. Et s'il y a égalité, c'est le joueur actif qui va décider. Donc on va les approcher dans la région où se trouvent Frodon et Sam. Et une fois la résolution de toutes nos cartes ombre pour le tour, on va déplacer ces cartes dans la zone de la défausse. Et cela va mettre fin au tour du joueur. On va donc passer au joueur suivant. Il existe aussi 2 cartes spéciales dans les cartes ombres. Donc, si jamais on révèle la carte des machinations de Saruman, les joueurs auront à prendre une des décisions parmi les 3 offertes. Ce sont toutes des décisions négatives. Donc, les joueurs peuvent perdre 1 d'espoir. Un des joueurs peut sacrifier 2 symboles, soit avec des cartes de sa main ou des jetons. Ou bien un joueur peut décider de sacrifier 2 armées des peuples libres sur le plateau. Si les joueurs ne sont pas capables de s'entendre sur le choix à prendre, à ce moment-là, c'est le joueur actif qui va décider. Et on a aussi la carte spéciale des tambours de guerre qui va tout simplement faire apparaître des armées de l'ombre sur certains emplacements dans le Mordor. Et on va continuer à enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la condition de victoire ou la condition de défaite de la partie. Si jamais les joueurs atteignent la case 0 de la piste d'espoir, à ce moment-là, ce sera une défaite immédiatement pour les joueurs. Et si les joueurs réussissent à faire les 3 quêtes secondaires, ils pourront maintenant tenter de faire la quête finale pour détruire l'anneau unique. Pour ce faire, le personnage de Frodon et Sam doit se trouver sur le lieu La Montagne du Destin et il devra avoir avec lui 5 symboles de résistance, soit avec des jetons ou des cartes de sa main, pour pouvoir les sacrifier et tenter le dernier jet ultime pour pouvoir détruire l'anneau.
Il devra donc survivre à un dernier test de track un peu spécial. Comme d'habitude, on va ajouter des dés pour le nombre de Nazgûl dans la région, le nombre d'armées de l'ombre sur notre case, mais de plus, on va ajouter un dé pour chaque point d'espoir qu'on a perdu sur notre maximum de 8. On est quand même limité à 7 dés pour ce test de track final. Et les joueurs présents sur cette case pourront quand même utiliser des symboles de résistance pour faire des relances et tenter de survivre à ce dernier test de track. Si les joueurs réussissent à survivre à ce test de track, à ce moment-là, ils détruisent l'anneau unique, sauvent les terres du milieu et remportent la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, ou on pourrait l'appeler évidemment Pandémie Seigneur des Anneaux. Donc j'ai essayé à peu près toutes les pandémies qui sont faites dans les dernières années. Là, chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version, je suis toujours très curieux de voir justement la twist, ou de voir la thématique utilisée. Est-ce qu'on va la ressentir ou elle est juste plaquée? Donc j'ai beaucoup aimé les différentes versions au cours des années, donc j'avais hâte que celle-ci puisse arriver, qu'on puisse l'essayer. Ils ont vraiment pris le système qu'ils avaient développé à la chute de Rome, donc avec le système d'invasion, le système d'avoir des troupes qui se déplacent, qui vont suivre des lignes d'invasion sur le plateau pour pouvoir les conquérir différentes villes. Fait que ça ajoute une dimension Tower Defense à l'expérience de jeu. Donc ici, on a pris cet aspect-là, on l'a évidemment amplifié, on l'a mis à la sauce Seigneur des Anneaux. Et on a pris le système de quête un peu qu'on avait développé dans Wrath of the Lich King ou dans Clone Wars, qu'on avait encore poussé ça un peu plus loin. Donc le système d'avoir un gros deck de quêtes et qu'on doit réussir un certain nombre de quêtes pour pouvoir gagner. Dans ce cas-ci, on doit réussir 3 quêtes pour pouvoir faire la quête finale qui est de détruire l'anneau qui, elle, va être à toutes les parties. Et ça équivaut un peu à ce qu'on faisait dans Wrath of the Lich King, que la quête finale, c'était toujours détruire le Lich King, mais on pouvait avoir des quêtes différentes pendant la partie. Donc, regardons les côtés positifs pour commencer. C'est vraiment une belle production dans son ensemble. Que dire de la tour à dés, premièrement? Elle est vraiment très cool, elle est imposante, elle est vraiment wow. Elle est aussi le fun à assembler, donc les règles, une espèce de petit feuillet d'aide pour l'assembler, vraiment bien fait avec des numéros. Puis il faut placer justement le trou numéro 1 avec la pièce numéro 1 ensemble. Fait que c'est vraiment très instinctif, très facile à monter, fait que ça c'est le fun. Puis ils ont aussi pensé à leur affaire, donc ils ont mis une énorme tour à dés, mais tu as juste à démonter la base de la grosse partie, puis on peut puis l'œil en haut, puis on peut la placer dans l'insert, donc il y a une place qui est convenue à l'intérieur de la boîte pour ranger la tour, on la sépare en 3 morceaux tout simplement, donc elle est facile à réassembler et à remettre en place d'une partie à l'autre. Pour le reste du matériel, c'est aussi vraiment très bien, là, les petites figurines de Nazgûl avec les bases justement qui sont, c'est des figurines qui sont comme volantes. Sont vraiment imposantes sur le plateau, c'est le fun. J'aime beaucoup les petits meeples pour les personnages, donc des beaux meeples en bois qui sont colorés avec le personnage d'imprimé dessus. Je trouve que ça fait beau, c'est facile à repérer aussi parce que chaque meeple a sa couleur. Donc ça fait un beau fini avec les Nazgûl qui sont là, les meeples des joueurs et on va avoir les petites figurines, en fait c'est des meeples, des mini meeples pour les armées de l'ombre et pour les armées des peuples libres, donc les 4 peuples libres qui ont 4 couleurs là, de meeples. Fait que c'est vraiment des belles pièces de jeu, les belles pièces en bois. Toutes les cartes aussi, la qualité des cartes elle est bonne, donc on a beaucoup de cartes à l'intérieur du jeu, les dés aussi, des beaux symboles gravés, donc c'est vraiment une belle production là, dans son ensemble. La première twist du jeu, c'est qu'on contrôle 2 personnages au lieu d'1. Puis on va décider si on fait 4 actions avec un de nos personnages, puis une action avec l'autre, puis on peut interchanger ça d'un tour à l'autre. On peut faire 4 actions avec une action avec l'autre, ou vice-versa. Fait que ça nous permet d'être à 2 endroits sur le plateau pour justement faire des choses qui sont différentes. Puis quand j'ai réussi à faire une quête avec un personnage, ben, je peux pour le reste de la partie, faire une seule action avec lui pour pouvoir quand même contribuer puis m'aider, alors que mon autre personnage va être en train d'aider pour la quête finale. Donc on sent jamais laissé à part dans l'action, justement, si on réussit à placer nos 2 personnages à des endroits qui vont être utiles. Fait que ça, c'est très cool, la synergie d'avoir 2 personnages puis décider avec comment on fait nos actions. Les personnages ont aussi un beau feeling thématique. Ils ont au moins 2 ou 3, en fait, au moins 3 habiletés sur chaque personnage. Fait qu'ils ont vraiment un feeling différent, donc une belle asymétrie qui a été développée un peu avec les pouvoirs de personnages qu'on a poussé un peu plus loin que dans un Pandémie classique. Fait que ça aussi, c'est encore une fois intéressant. Puis ça vient rejoindre un peu tout ce thème-là du Seigneur des Anneaux. Puis je pense que c'est ça quand on voit une propriété intellectuelle comme celle-ci sur un jeu comme le système de Pandémie, bien on s'attend à ressentir ce thème-là en y jouant.
Puis évidemment, je pense qu'ils ont bien réussi avec leur système de quêtes. Donc on a dans le jeu à peu près, en fait, on a 24 quêtes au total, dont la quête de l'anneau unique qui est tout le temps là. Ce qui veut dire que les 3 quêtes secondaires qu'il faut faire avant de pouvoir faire la quête de l'anneau unique, ben on a amplement de choix. Donc d'une partie à l'autre, on peut prendre une combinaison de n'importe quelle 3 quêtes là-dedans. Certaines quêtes vont être reliées aussi à certains personnages. Donc si je prends telle quête, il faut qu'on prenne Boromir. Si je prends telle quête, il faut prendre Gimli. Il y a une quête à peu près avec chaque personnage là, qui est dans le jeu. Puis ça aussi, on a 13 personnages dans le jeu, ce qui est quand même beaucoup, 13 personnages jouables. Mais c'est sûr que là, on en contrôle 2 chacun, fait qu'il fallait en mettre au moins une dizaine, mais on en a mis un total de 13. Fait que belle saveur thématique avec les personnages, avec leurs pouvoirs, belle saveur thématique avec les quêtes qui vont évidemment nous rappeler des événements du Seigneur des Anneaux. Fait que t'as une quête que c'est d'aller affronter le Balrog, une quête c'est d'aller reprendre justement la ville des nains avec Gimli, il y a une quête pour pouvoir reprendre les elfes avec Legolas, il va y avoir une quête pour reprendre l'honneur de Boromir, donc c'est tous des trucs qui sont thématiques puis qui vont être souvent reliés à un personnage aussi, fait que c'est le fun que ce personnage-là, évidemment, on est obligé de le prendre si on prend sa quête. Fait que vraiment une énorme variété avec les systèmes de quête et beaucoup de personnages aussi qu'on peut choisir. Et tout ça a des belles valeurs thématiques, des beaux easter eggs si vous êtes des fans de l'univers, dont toutes les quêtes sont reliées à des événements qu'on a lus dans les romans ou vus dans les films. Comme j'ai dit en introduction, ils ont vraiment utilisé les systèmes qu'ils ont développés dans la chute de Rome pour le côté Tower Defense, avec des armées, défendre des villes, les itinéraires d'invasion, et ont mélangé ça au système qu'ils ont fait dans Wrath of the Lich King et Clone Wars pour le côté quête. Donc c'est vraiment 2 de mes versions pandémie favorites. C'est comme si on pris les meilleurs éléments de mes 2 pandémies favoris puis ils ont mélangé ensemble dans celui-là. Et ça fait un bon ressenti. Ça fonctionne très bien, encore une fois, avec le thème du Seigneur des Anneaux. Autant l'aspect Tower Defense peut être important, autant l'aspect justement d'aller faire les quêtes. Donc on doit balancer un peu les deux. Puis selon la partie, des fois, un va ressortir plus que l'autre, selon les cartes qui vont sortir dans le deck de l'ombre. Notamment le deck de l'ombre qui est le fun aussi, qui a un côté d'imprévisibilité encore plus grand. Parce que là, on a 2 types de cartes et selon le type de carte, c'est ça qui va activer soit des invasions, donc faire progresser les troupes ennemies sur le plateau, ou bien ou l'autre type de carte qui va emmener des renforts pour faire apparaître des nouveaux ennemis et qui va aussi manipuler le côté avec les Nazgûl. La faction dont Frodo aussi fonctionne avec les Nazgûl, les tests de track. Donc ça fait une importance encore plus grande sur ce personnage-là, ce qui fait du sens thématiquement parce que c'est évidemment le porteur de l'anneau. Donc ses déplacements sont plus difficiles. S'il ne réussit pas à se cacher, l'œil de Sauron va aller à sa rencontre. Ça peut devenir négatif justement quand les cartes, les espèces de cartes d'épidémie vont sortir. Donc le ciel s'assombrit. Puis on va avoir aussi la gestion des Nazgûl. Donc comment manipuler un peu les Nazgûl, comment manipuler l'œil, comment traîner Frodon. Une mécanique qui est cool aussi, c'est qu'on peut déplacer, oui, les armées, mais on peut déplacer aussi les autres joueurs quand on fait un déplacement avec eux. Fait qu'il y a quand même un côté stratégique de sauver des déplacements parce que justement le plateau est grand. Fait qu'il faut vraiment bien communiquer, bien s'entraider ensemble. La coopération est super importante. Puis il ne faut pas négliger aucun des 2 aspects, que ce soit les quêtes, que ce soit le côté Tower Defense. Des fois, là, on pense que notre partie va bien, puis finalement, on a laissé plein de refuges pas très bien défendus. Puis là, il y a des troupes qui se pendent pas trop loin, puis là, ils se déplacent, ils capturent justement un refuge. Puis là, perdre 3 d'espoir pour un refuge, ça fait vraiment mal. Fait que là, on voit qu'on a peut-être dû laisser une troupe ou laisser quelqu'un en arrière pour justement essayer de protéger ça. Il y a aussi un aspect cool quand on capture une forteresse, ben là ça devient un refuge, mais on annule aussi un spawn point. Donc il ne peut plus apparaître d'ennemis à cet endroit-là, fait que c'est encore plus capital de le faire, ça peut devenir encore plus intéressant. Fait que tous des éléments très le fun, très liés au thème aussi. Fait que je pense que les fans du Seigneur des Anneaux vont vraiment y trouver leur compte. Comme tous les jeux dans le système pandémie, il y a beaucoup de façons de moduler la difficulté. On peut évidemment mettre plus de cartes, le ciel s'assombrit si on est vraiment bon et qu'on gagne facilement. Mais on peut en mettre 5 évidemment qui est le mode standard. Après ça, on peut en mettre 6. On peut augmenter le nombre de ces cartes-là. Je pense qu'on en a une douzaine dans le jeu. On peut vraiment monter cette difficulté en rajoutant des cartes comme ça. On peut aussi rajouter des quêtes, donc au lieu d'avoir seulement 3 quêtes secondaires à faire avant la quête finale, on peut en rajouter 4 ou 5. On peut augmenter le nombre de quêtes à réaliser aussi pour augmenter notre difficulté. Puis même chose, si c'est trop dur et on ne gagne pas assez, on peut faire l'inverse. On peut diminuer, puis mettre les quêtes qui sont un peu plus simples, un peu plus faciles. On peut mettre moins de cartes, le ciel s'assombrit. Fait qu'on peut moduler la difficulté dans les 2 sens, rendre ça plus facile si on a de la misère, si on n'est pas habitué à ce style de jeu-là.
ou si on est des experts, on a joué beaucoup à Pandémie et tous ses dérivés, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on commence avec la partie standard, puis après ça, si on réussit facilement, on peut augmenter encore la difficulté pour avoir plus de challenge. Une chose qui est bien aussi sur les cartes de renfort, quand on a ajouté des ennemis, ou sur les cartes de déplacement des troupes, quand on a avancé des ennemis, on a dessiné sur la carte justement où est l'endroit, on a mis un point sur la carte, on va montrer les flèches, comment ils sont de quelle couleur, on les voit sur la carte, donc c'est plus facile de les repérer sur le plateau pour pouvoir les placer ou déplacer des troupes à ce moment-là. Pour les côtés négatifs, le plateau est vraiment énorme, mais je trouve que les éléments qui sont importants sont trop petits. Donc les cercles pour les lieux sont vraiment petits, les noms des villes et tout ça, toutes les choses utiles, les symboles sur les routes sont vraiment minuscules, alors qu'il y a vraiment plein de places libres sur la carte. Donc je trouve qu'on aurait dû faire des éléments plus grands, donc les éléments qu'on a besoin de lire, les flèches aussi d'invasion, ces éléments-là, je trouve qu'ils ne prennent pas assez de place sur le plateau. On a voulu laisser ça un peu espacé. Ça reste un plateau chargé, mais j'aurais aimé que les éléments importants soient plus gros, quitte à avoir un peu moins de petites forêts elfiques ou de petites montagnes. Je sais qu'ils ont voulu donner un aspect, un bel aspect à la carte là, pour que ça fasse très monde de Tolkien, donc de voir la carte des Terres du Milieu. Mais pour le côté, je trouve qu'ils vont aider le gameplay. Je trouve que les éléments importants sur la carte ne prennent pas assez de place. Et comme tous les lieux sont vraiment petits sur le plateau, ben les meeples d'armée sont vraiment minuscules. Donc, c'est pas une composante qui se manipule super bien tellement ils sont petits. Fait que j'aurais aimé ça justement que les villes soient plus grosses sur le plateau et que les meeples soient plus gros pour avoir une expérience qui est encore plus fun. Des fois, on dirait qu'on perd certaines actions. Donc, des fois, on a une action à faire un personnage, mais on veut le laisser à l'endroit où il est parce qu'il veut protéger. Mais c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'action intéressante à faire où il est puis quand il est. Fait que des fois, on a l'impression de perdre des actions. Fait que je sais pas si on aurait pu mettre une action pour peut-être pouvoir piocher une carte, justement, quand on ne sait pas quoi faire avec une action. Mais au moins, ça aurait pu avoir l'opportunité de nous donner là, une ressource en piochant une carte de plus. Comme le plateau est pas mal plus grand qu'un Pandémie classique, c'est sûr que c'est un jeu qui va durer un peu plus longtemps. Donc généralement, un Pandémie, on est dans du 60-75 minutes, alors que celui-là, on va être plus dans du 90-120 minutes. Donc c'est rare que les parties vont durer en bas de 2 heures. Fait que c'est un Pandémie qui demande un peu plus d'investissement de temps que ce qu'on est habitué avec cette franchise-là. Somme toute, le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, ou appelons-le Pandémie Seigneur des Anneaux. Je vais lui donner une note de B+. Donc j'ai trouvé que c'est un très bon jeu, c'est une très belle adaptation thématique au Seigneur des Anneaux, avec un système que j'aime beaucoup qui est le système de Pandémie. On est vraiment allé chercher les éléments de 2 de mes Pandémies favoris, donc c'est sûr que ça allait faire un mélange intéressant. Je le trouve peut-être un peu trop chargé sur le plateau, les choses un peu trop petites sur le plateau, mais le reste de sa production est assez impressionnante avec son énorme tour à dés, les figurines de Nazgûl, les beaux meeples pour les joueurs et tout ça. Donc c'est vraiment un jeu qui a de la gueule, qui a une belle présentation sur table, puis qui a un gameplay qui est le fun aussi, avec les aspects de tower defense, de gérer les ennemis, puis de les empêcher de conquérir nos refuges, et l'aspect évidemment d'aller faire les quêtes, d'aller faire la fameuse quête de détruire l'anneau unique. C'est toujours le genre de jeu qu'on se met la soundtrack du Seigneur des Anneaux quand on y joue et on embarque à l'intérieur. On a du fun aussi à jouer nos personnages qui ont des pouvoirs qui sont thématiques avec qui ils sont. Fait que c'est vraiment très bien réussi, encore une fois, une belle utilisation du thème du Seigneur des Anneaux avec un système qui fonctionne bien, qui est le système de Pandémie. On a vraiment été chercher des éléments qui fitaient bien avec l'univers du Seigneur des Anneaux, donc d'avoir à gérer les armées de Sauron, d'empêcher leur avancée, de conquérir pendant qu'on fait diversion et qu'on essaye d'amener Frodon jusqu'à la montagne du destin pour qu'il détruise l'anneau unique. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Professeur Board Game sur Facebook ou Instagram. Et si vous aimez les vidéos ou les podcasts qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.